Alors, pour cette soirée-là, aujourd'hui, donc, voiture et Dieselgate, un siècle d'influence. Donc, l'idée de départ de cette soirée, après la première, on a plus traité les bases physico-chimiques de la pollution de l'air, était la suivante. Il y a une réglementation anti-pollution qui est en place et mais qui dans le cas de Dieselgate, en fait, a été massivement contournée par l'industrie automobilière. Et c'est Eric Bézia, donc journaliste au Monde, qui va nous raconter cette histoire, comment de ce phénomène. Et il faut... Deuxième idée, c'est cette réglementation, en fait, elle a une histoire, elle a toujours une réglementation contre la pollution, elle a toujours existé, mais dans une tension, en fait, forte entre pollueurs et pollués. Et cette histoire-là, c'est François Jarige qui va nous la raconter dans un deuxième temps. Donc, je vais présenter maintenant un peu plus Eric, et je pense François va être introduit après par Lia. Donc, Eric Bézia est journaliste au Monde, donc spécialiste du secteur transport et mobilité, et qu'il couvre depuis plusieurs années. Les tendances profondes en fait qui affectent ce secteur. Et le Dieselgate, il va vous dire ce que c'est. Hein. Donc c'est vraiment un fait marquant qui a touché ce secteur au cours des dernières années. Et donc on trouvait vraiment extrêmement intéressant de décrypter ce phénomène et aussi les évolutions possibles de l'industrie automobilière, comment elle réagit par rapport à ce Dieselgate. Et c'est donc Eric qui va vous raconter cela pendant 20 minutes. Donc après, on aura peut-être juste des questions de compréhension, donc très peu de questions pour passer la parole à François Jarige. Et après, on aura le débat habituel que vous connaissez bien de l'UPED aussi, où on va vraiment débattre avec nos deux intervenants. Donc, Eric, c'est à toi. Je mets Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être présents, si nombreux. Alors, hop, voilà une photo, hein. Vous voyez cette photo. Alors il s'agit d'un moteur diesel, un moteur diesel 4 cylindres produit par les usines du groupe Volkswagen. En l'occurrence, c'est celui d'une Audi, mais c'est pas très important. Et son vrai nom, son nom technique, c'est le EA189. Ça ne vous dit absolument rien probablement, mais c'est par lui que le Dieselgate a commencé. Et c'est un peu de sa faute, ou on pourrait dire grâce à lui, en quelque sorte, que si dans 5 ans, plus aucun véhicule diesel n'aura le droit de circuler dans Paris. Alors, on va un petit peu raconter cette histoire. L'affaire, elle ne commence pas à Paris, elle ne commence pas non plus en Allemagne, ni à Berlin, ni à Wolfsburg, qui est le siège du groupe Volkswagen, mais aux États-Unis, dans une université comme ici, en Virginie occidentale. Alors au départ, à la base, c'est le travail d'une ONG américaine, une ONG assez extraordinaire qui s'appelle l'ICCT. Alors, on voit ici son fondateur. ICCT, c'est International Council of Clean Transportation. Son fondateur, Drew Kotjak, est un ancien de l'Agence américaine de l'environnement. Et il va être à l'origine de l'affaire. Alors, l'ICCT emploie une quarantaine d'ingénieurs, ces ingénieurs ont constaté vers les années 2010 que certains modèles diesel, en particulier des marques européennes qui essayent de s'attaquer au marché américain, se caractérisaient par des niveaux élevés d'émissions de gaz polluants. Donc elle voudrait un petit peu en savoir plus. Au départ, ils pensent que c'est un problème de normes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et bon, ils ne soupçonnent pas ce qu'ils vont découvrir. Mais alors, comme ils n'ont pas des moyens énormes, ils vont demander à mener des investigations poussées à une équipe spécialisée dans les émissions de moteurs à combustion de l'Université de Virginie occidentale. Et cette fac américaine va tester 2 Volkswagen, une Jetta et une Passat. Pendant 2 ans, 2013-2014 à peu près, donc ils vont quand même prendre le temps, et sous le capot, ils ont le moteur qu'on a vu tout à l'heure, et ce qu'ils découvrent, alors là,
les assoit par terre, parce que les deux véhicules rejettent des oxydes d'azote en particulier. Ils mesurent les oxydes d'azote. Les oxydes d'azote, alors ça peut-être Mathias pourrait nous en parler très bien, les oxydes d'azote, mais ce sont on les appelle les NOx, leur petit nom c'est les NOx, ce sont des gaz très irritants pour le système respiratoire. Et alors, ils en émettent beaucoup plus que ce que annonce le constructeur, ce que annonce Volkswagen. Mais alors, beaucoup plus, c'est pas 3 fois plus ou 10 fois plus, c'est 25 fois plus. Alors, du coup, ils préviennent les autorités américaines, hein, et puis là, tout va aller très vite. L'organisme de l'Agence américaine de l'environnement questionne le groupe allemand, qui commence par nier, puis finalement il est acculé, et Volkswagen va admettre avoir triché. Rapidement, ils font ça parce que non seulement aux États-Unis, on ne plaisante pas avec le mensonge aux autorités, mais en plus, lorsqu'on achète un véhicule neuf aux États-Unis, le niveau, il y a dans le contrat, on donne aussi les niveaux de polluants. Ce qui n'est pas... Et quand on a les étiquettes, alors on peut montrer un exemple d'étiquette. Là, vous voyez à gauche l'étiquette que vous voyez en France quand vous achetez une voiture avec le niveau de NOx. Et puis à droite, c'est une étiquette américaine. Et alors là, j'ai pointé un petit curseur qui s'appelle Smog Rating. Et donc là, c'est là qu'on donne une sorte de note de pollution. À la voiture. Donc en fait, c'est contractuel aux États-Unis. C'est contractuel le niveau de pollution. Et donc là, du coup, Volkswagen, ils vont finir par dire oui, on a triché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on a triché? Ça veut dire qu'ils ont utilisé un logiciel qui active la dépollution du moteur seulement quand il reconnaît les conditions du test d'homologation. Alors, quand on va vendre une voiture, il faut l'homologuer. On l'homologue pour tout un tas de choses. On l'homologue par exemple pour sa résistance au crash, par exemple. Mais on l'homologue aussi pour les émissions de gaz qui sortent du tuyau d'échappement. Parce qu'il y a des normes qui limitent ces émissions. Et lors de cette homologation, en fait, elle se fait dans une sorte de laboratoire, dans un atelier, sur des bancs à rouleaux. Donc la voiture, elle ne bouge pas, elle roule sur des bancs, et avec donc ça tourne, et avec des conditions extrêmement précises. Toujours la même plage de température extérieure, toujours les mêmes accélérations, les mêmes freinages, exactement au même moment, à la seconde près, une durée exactement précise pour toutes les voitures. Et donc finalement, c'est assez facile de faire un logiciel qui va reconnaître ces conditions. Et c'est ce qu'a reconnu avoir fait Volkswagen. Alors, l'affaire, elle est rendue publique. Donc, Volkswagen avoue, l'affaire est rendue publique. On est en plein salon automobile de Francfort. C'est le 18 septembre 2015 et ça fait l'effet d'un coup de détonateur dans les travées du salon automobile, qui est la grand-messe en particulier des constructeurs allemands. Et cette onde de choc, elle va avoir des conséquences assez fortes. Et on est 3 ans et demi, plus de 3 ans et demi après, donc à peu près 3 ans et demi, et ça n'est toujours pas terminé. Alors, on va voir un peu en deux temps. D'abord que cette affaire Volkswagen, elle n'est que une sorte de partie émergée, l'histoire Volkswagen, de tout un système d'arrangement avec la loi par rapport d'arrangement avec la règle. C'est-à-dire qu'il y a la lettre de la règle et puis il y a l'esprit de la règle. Et donc comment toute l'industrie automobile s'est arrangée un petit peu avec la règle. Et deuxièmement, comment maintenant toute l'industrie auto et tout le secteur auto et tout l'écosystème est maintenant d'une certaine manière bouleversé. Et tout ce que les quelques changements, on va essayer de passer en revue les changements que ça entraîne. Donc, cette première partie de l'affaire Volkswagen proprement dite à ce qu'on finit par appeler le Dieselgate, c'est-à-dire ce grand scandale du diesel qui va concerner toute l'industrie. Alors, peut-être on peut revenir au diesel. D'abord,
il faut savoir que c'est à partir des années 80 qu'en Europe, parce que c'est un phénomène européen, hein, aux États-Unis, il n'y a pas de diesel. Enfin, il y a 3% des ventes, c'est du diesel. Le reste, c'est de l'essence. En Chine, le diesel, c'est interdit. C'est interdit dans les grandes villes, donc c'est interdit à Pékin. Donc, comme on fait comme fait Pékin, c'est interdit partout. Il n'y a qu'en Inde qu'on retrouve des phénomènes équivalents. C'est un marché encore émergent qui est gros et qui pourrait être gros, mais voilà. Sinon, ailleurs dans le monde, il n'y a pas de diesel. Donc le diesel, c'est en Europe. Donc c'est à partir des années 80 que ça commence à monter en Europe, et c'est à partir des années 80 qu'on va commencer à questionner le diesel. Alors il faut rappeler que les transports contribuent à environ 35% des émissions de CO2, là j'ai mis un petit peu les graphes, 35% des émissions de CO2, 54% des... Alors ça c'est un chiffre que j'ai eu dans un rapport de l'Assemblée nationale, hein, mais bon, ils sont peut-être des chiffres qui peuvent être contestés, je ne sais pas si Mathias est d'accord avec. 54% des NOx, donc c'est ces irritants, et puis pour les particules, on est entre 14 et 18 environ pour les particules selon leur taille. Tout ça pour dire que ce cocktail de NOx et particules fines, dès 1988, l'OMS commence à dire attention, très dangereux, peut-être cancérogène. Donc c'est ce qu'ils appellent dans leur classement cancérogène possible. Et puis en 2012, donc quand même un paquet d'années après, hein, pas tout de suite, mais un paquet d'années après, aujourd'hui on est à cancérogène certain. Donc on est certain que ce cocktail NOx plus particules, c'est un cancérogène. Et en France, il y a une étude de 2016 de l'Agence de santé publique qui est assez... qui n'est pas contestée, à ma connaissance, et qui dit que c'est 48 000 morts par an. Donc c'est la troisième cause de mortalité après l'alcool et le tabac. Pas très loin de l'alcool, je crois. En France, oui. Donc entre-temps, donc on est dans les années 80, mais entre-temps, cette montée du diesel, elle va être assez spectaculaire. Donc là, on voit la part des véhicules diesel dans les immatriculations de voitures particulières neuves en France. On voit qu'on est à 10% en 1980 et qu'on va monter jusqu'à 70% dans les années 2010. 2010, 2012, 2013, on est vraiment dans le plafond, et ça va commencer à baisser un petit peu à partir de 2013, avant même le Dieselgate d'ailleurs. Alors, cette envie de diesel, elle va partir de la fin des années 70. Il y a des améliorations techniques comme le turbopropulseur qui permettent de conduire un véhicule diesel avec beaucoup plus d'agréments que l'effet un peu gros camion qui était avant sur les véhicules diesel. Et puis Volkswagen va s'y mettre. En 1976, on a la première Golf diesel. Ça va jouer un rôle important. Les Français sont aussi en pointe. Hein, Citroën invente justement le turbo. On a un véhicule, et à partir des années 90, la grande bascule se fait. À partir de 1991, on vend plus de gazole dans les stations-service en France qu'on vend d'essence. Et aujourd'hui encore, hein, même si, alors vous voyez, en 2019, on est à un tiers de vente de diesel, donc ça a quand même beaucoup baissé. Hein, on est au niveau des années 80, début des années 90. Mais par contre, le parc, c'est-à-dire en France, à peu près, donc on vend 2 millions de voitures chaque année, neuves. On vend en échange 5 millions de véhicules d'occasion. Et le parc, c'est à peu près entre 35 et 40 millions. Donc 60% de ce parc, 35-40 millions, c'est encore du diesel. Et forcément, il y a une inertie, ça baisse lentement. Mais ça continue à baisser. Ça baisse. Alors on a été à 80% du parc dans les années vers 2014 par là. Donc cette part du diesel, elle augmente, et les soupçons sur sa dangerosité, elles s'accroissent. Alors l'Europe, à partir de 1993, du coup, elle va instaurer
donc on est en 1993. Donc en 88, on dit que c'est cancérogène, possible. Et en 93, première norme Euro 1. Alors, hop, là, on peut voir. Donc, on a donc des normes Euro, donc à partir du 1er janvier 93, et là, on est à Euro 6. Alors, Euro 6 pour les NOx, par exemple, c'est 80 mg par kilomètre parcouru. Donc, c'est le plafond d'émission. On n'a pas le droit d'émettre plus que ça. Et en Euro 5, donc qui sont les véhicules à partir de janvier 2011, et à partir de janvier 2011 aussi, obligation du filtre à particules, qui existe depuis 2000, mais obligation de filtre à particules depuis 2011, qui a été inventé d'ailleurs par Peugeot. Donc, à partir de, donc au niveau des NOx, on est à 80 aujourd'hui, Euro 5, c'est 180. La norme, ça a baissé. Donc on voit, ça s'est sévérisé en quelque sorte. Mais le problème, finalement, c'est que ce durcissement réglementaire, il va pas aller de pair avec un durcissement réel, enfin avec une réduction réelle. Hein. Donc en fait, on va être de plus en plus dans l'affichage et de moins en moins dans la réalité. Il y a donc un écart de plus en plus grand entre le respect de la norme qui est mesurée lors de l'homologation en laboratoire, comme j'ai expliqué, et la réalité de ce qu'on va tester sur route en conditions réelles, quand on se met à tester des véhicules sur route. Alors ça, on le fait d'ailleurs depuis peu de temps, parce qu'il faut un appareil portatif qui est un peu compliqué, qu'on appelle un PEMS, j'aurais pu mettre une photo d'ailleurs, mais enfin peu importe. Et donc, bon, ça, cet appareil maintenant, il est normalisé, il existe, donc il permet de faire des tests en roulage réel, c'est-à-dire on prend la voiture, on va dehors, on roule, etc. Au lieu de rester dans son labo. Donc, et là, on peut voir sur ce graphique, c'est assez intéressant parce qu'on voit le petit nuage gris de devant, c'est grosso modo... c'est la norme, c'est ce qu'on demande. Hein. Donc, par exemple, vous voyez, en Euro 3, en 2000, on avait droit à 500 mg par kilomètre parcouru. Et quand on mesurait la réalité, c'était 1 gramme. 1000 mg, si vous préférez. Mais, et si on regarde sur l'Euro 6 2014, on est à 80 mg affiché, mais en réalité, on va être à 600 mg mesuré en conduite réelle. Donc, on passe d'un facteur de 100% d'augmentation entre la réalité et la théorie et la réalité en 2000 à un facteur x8, c'est-à-dire plus 700%. Donc voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais revenons donc et donc, c'est le problème de fond. Le problème de fond, c'est que l'industrie auto ne parvient plus à respecter les normes. Et de loin. Alors, elle les respecte en laboratoire, mais l'écart avec la réalité devient de plus en plus énorme. Et il va devenir de plus en plus insupportable pour le citoyen. Alors, revenons à l'automne 2015. Bam, la bombe Dieselgate, et ça va déclencher une sorte de libération de la parole. Alors, pour parler un petit peu de moi, je suis arrivé sur la rubrique automobile du Monde à peu près 8 mois après le déclenchement de l'affaire. Je me souviens d'une conversation avec mes confrères de la presse spécialisée, automobile, qui me disaient « On savait que ce système était organisé pour passer les tests, point final. Tout le monde le savait, tout le monde le savait. » C'est ce que disaient mes confrères. Et le reste du temps, la voiture, il fallait
qu'elle ait un agrément de conduite, donc il fallait pas dépolluer beaucoup, parce que quand on dépollue beaucoup, la voiture elle se met à tousser, elle a moins de reprise, elle a moins de puissance. Donc non, c'était comme ça, tout le monde le savait, c'était de notoriété publique. Alors par exemple, voilà cette phrase que dit Monsieur Potočnik, qui est Janez Potočnik, qui est commissaire européen en l'environnement en 2011, lors d'une intervention au Parlement européen, il dit: certaines voitures peuvent être manipulées. Ça, c'est en 2011, c'est-à-dire 4 ans avant le Dieselgate. Donc on sait déjà qu'il y a une espèce d'arrangement. Mais sauf que, finalement, pourquoi? En Europe, ça a l'air de ne pas déranger beaucoup les gens. Alors j'ai aussi, par exemple, le témoignage d'un journaliste de l'Automobile Magazine qui s'appelle Christophe Congrega, qui est un ancien de l'ingénierie de Renault, qui travaille chez l'Automobile Magazine, et il a été interrogé par les services de la répression des fraudes, parce qu'il y a eu une enquête sur Renault, il y a 4 enquêtes, mais sur 4 constructeurs en France, dont Renault, et il a été interrogé, et voilà ce qu'il dit. Alors il parle d'une période qui est celle des années 90. Il dit: il m'est arrivé en sortant de mon garage avec ma Clio de ressentir un manque de puissance, des à-coups, des trous dans l'accélération. Alors, j'ai demandé aux ingénieurs des explications et ils m'ont répondu que j'étais tombé dans le trompe-cycle. Alors, ça, là, on est dans les années 90. Donc il y a un système général de tromperie. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire croire, de faire comprendre à la voiture qu'elle passe le cycle, et à ce moment-là, elle se met dans une position, mais qui n'est pas la position habituelle. Alors, de fait, très vite, on va aller de révélation en révélation sur cette histoire de trompe-cycle, souvent sous l'impulsion des pouvoirs publics. Juste après l'affaire du Dieselgate, on met en place des tests de vérification des véhicules, on teste des véhicules partout, en particulier en Europe, et on s'aperçoit que des séries entières de véhicules largement commercialisés se comportent très différemment selon qu'on mesure leurs émissions dans des conditions de l'homologation ou dans un usage quotidien. Alors au Japon, Mitsubishi, Suzuki ont admis en mai 2016 des manipulations concernant les données d'émission de leurs modèles. En Allemagne, on a l'autorité allemande fédérale, le KBA d'homologation, qui a repéré sur certains moteurs diesel de Fiat Chrysler, parce qu'ils ont un peu mesuré, que le traitement des émissions polluantes se désactivait automatiquement au bout de 22 minutes. Alors, pour 22 minutes, mais le test, il s'arrête à 20 minutes. Donc 22 minutes, hop, plus de dépollution. Donc comme ça, on est tranquille. Voilà. Donc, alors, là, sur ce graphique, on a résumé les chiffres, c'est le nombre de fois qu'on dépasse la norme. Et là, on a toutes les marques. Ça, c'est une ONG Transport et Environnement qui a compilé toutes ces mesures qui ont été faites en roulage réel sur la plupart des marques européennes. Et cette ONG, elle dit que Fiat et Suzuki, ils arrivent à quand même faire 14 fois les émissions. Que Renault et Nissan, alors là, c'est pas terrible, c'est 14 fois. Non, Suzuki et Fiat, c'est même encore pire. Et alors, il y a une sorte d'ironie de l'histoire dans cette compilation, c'est que celui qui est le mieux, c'est Volkswagen. Donc, ce qui montre un peu que, bon, ils se sont retrouvés coincés, mais ça aurait pu en être d'autres, finalement, peut-être. Donc, pour reprendre un peu la métaphore que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est la partie émergée de l'iceberg Volkswagen, et le reste, c'est un peu quand même le même problème. Alors, comment est-ce possible que la réglementation européenne puisse à ce point être dévoyée? Alors, c'est un peu la faute à l'Europe, et un certain laxisme en matière de dépollution. Là, je suis en train de dépasser mon temps. Alors, pour commencer, on a même parlé d'un échec de la régulation. Alors, pour commencer, les organismes certificateurs
peuvent être choisis à la discrétion des constructeurs. Et ces organismes ne donnent pas toujours des garanties d'indépendance. Hein. En général, les constructeurs décident de se faire homologuer dans leur pays d'origine. En Allemagne, on a plus de 30 services techniques qui font ce travail-là, et certains sont proches de constructeurs, comme Volkswagen, ou équipementiers majeurs comme Bosch, hein, qui est le premier équipementier automobile mondial. Alors, en France, on a un seul organisme qui homologue les véhicules, s'appelle l'UTAC, l'UTAC Ceram, son nom complet, qui jusqu'en 2017 appartenait aux principaux constructeurs automobiles. Bon, finalement, ils ont trouvé que c'était peut-être mieux que ce ne soit pas eux qui possèdent cet organisme. Et puis, il y a un exemple un peu spectaculaire en Italie, parce que lorsqu'il y a eu des investigations menées suite au Dieselgate par les autorités italiennes, les véhicules Fiat et Chrysler testés l'ont été non pas par un organisme indépendant comme les autres, mais par Fiat. Donc Fiat s'est testé lui-même pour savoir si Fiat... ils ont été un peu brocardés par cette ONG, la Transport et Environnement. Voilà, donc c'est la Dolce Vita. On se mesure soi-même. Enfin, l'affaire Volkswagen a mis en lumière une faille dans le règlement européen qui autorise les dispositifs d'invalidation, c'est-à-dire une absence de dépollution dans certaines situations, comme la protection du moteur. Alors après, je vais aller peut-être plus rapidement. L'industrie, elle est chamboulée. Alors ça va concerner d'abord Volkswagen. Hein. On a des patrons, il y a eu plusieurs démissions. Il y a trois patrons. Donc Martin Winterkorn, il a été viré aussitôt. Ensuite, on a Matthias Müller qui l'a remplacé, mais lui, il a été viré l'année dernière, à nouveau. Et puis, on a quand même un gars qui a été un cadre de Volkswagen allemand aux États-Unis qui a été condamné à 7 ans de prison. Hein. Et le patron d'Audi aussi, Rupert Stadler, lui, il a été incarcéré en Allemagne l'été dernier. Il a été démis de ses fonctions sans autre voilà, et démis de ses fonctions et incarcéré. Là, il a été libéré récemment, mais il est toujours, il était prévenu. Hein, dans le cadre d'une enquête, on l'a carrément mis en tôle. Alors, il y a des procédures aussi en France. Hein, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Il y a 4 enquêtes qui sont en cours. Une c'est des enquêtes judiciaires avec information judiciaire, nomination de juge d'instruction. 4 enquêtes. Et c'est Renault, PSA, Volkswagen et Fiat Chrysler. Et eux 4, ils représentent quand même les 3/4 des ventes de voitures en France. Voilà, bon, je vais pas... je vais m'arrêter là, je crois, puisque je déborde. Il y aura peut-être des questions derrière. Juste pour dire que une des conséquences aussi de tout ça, c'est que l'industrie automobile considère maintenant que le moteur thermique, le moteur diesel et même le moteur thermique, ça coûte trop cher. C'est trop cher d'arriver à mettre en place l'ingénierie pour arriver à réussir vraiment à dépolluer les moteurs. Donc, pour eux, c'est terminé. Eux, maintenant, ils se tournent vers le véhicule électrique. C'est leur nouvelle... Donc, pour vous donner un chiffre, les 8 dernières années, il y a eu 25 milliards d'investissements dans le véhicule électrique. Les 8 prochaines années, c'est 250 milliards d'investissements dans le véhicule électrique. Donc, ça va arriver massivement. Volkswagen, le groupe Volkswagen a 20 modèles qui sont dans leur carton d'ici 2025. On va les voir dans les rues, on va les voir dans les pubs. Maintenant, voilà, la voiture électrique, est-ce qu'on va nous le vendre comme la panacée ? Il faut aussi regarder peut-être ce que c'est.